Vous écoutez Les Experts Agricoles, un podcast de la France Agricole. Les Experts Agricoles. Par la France Agricole. Nous parlons aujourd'hui de la prévention du mal-être en agriculture. Alors, c'est un sujet pas drôle, j'en conviens, mais il faut s'en occuper parce que les suicides sont particulièrement nombreux dans la profession agricole, qu'on soit chef d'exploitation ou salarié. De ce fait, tout le monde, y compris moi-même, a été confronté à un suicide ou un mal-être. En parler, c'est déjà augmenter les connaissances pour ne pas être démuni quand on y est confronté. Et à l'inverse, plus le tabou sur le suicide persiste, plus le mythe suicidaire s'enracine. Les Experts Agricoles. Alors je vous propose dans ce podcast de le découper en 3 parties. D'abord définir de quoi on parle. Ensuite, comment repérer les situations de mal-être. Et puis, voir les possibilités d'intervention quand on n'est pas un professionnel de la santé mentale. Pour ce numéro, nous sommes accompagnés, alors même s'il est au téléphone, de Pierre Vandel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur, praticien en psychiatrie à l'hôpital de Besançon. Vous avez écrit un livre très synthétique que j'ai lu aux éditions Le Coudrier, des éditions qui sont plutôt destinées aux professionnels de santé. Le titre de son livre, c'est « Suicide, comprendre, repérer et agir ». C'est exactement ce dont on va parler. Alors là aussi, il est quand même plutôt destiné aux professionnels de santé, mais il a l'avantage de rendre très clair un sujet qui, dans l'ensemble, baigne dans la confusion. Et entre-temps, nous passerons aussi un coup de fil à Jean-Philippe Viguier, qui est agriculteur, administrateur de la MSA et qui participe depuis plus d'1 an au réseau AgriSentinelle, dont l'objet est justement de repérer les agriculteurs dans une situation de mal-être. Les Experts Agricoles. Pierre Vandel, en tant que professionnel, vous parlez de la crise suicidaire. Alors l'expression me semble intéressante parce que, d'une part, on voit que c'est un processus, la crise suicidaire, et pas uniquement un geste, le suicide, et d'autre part parce qu'on voit qu'une crise, c'est compris dans le mot, c'est temporaire, donc il peut y avoir une fin. Alors malheureusement, parfois, la fin, c'est le suicide, mais ça peut être autre chose. Alors abordons déjà la question du processus. Quelles sont les étapes de la crise suicidaire ? Eh bien, comme vous l'avez fort justement signalé, la crise est un processus. Alors, ce n'est pas une pathologie. C'est un point que je tiens à préciser. Il ne s'agit pas de maladie. Une crise peut arriver à tout le monde. C'est finalement un déséquilibre au niveau psychique lié à un enchaînement de différents facteurs, qui sont des facteurs psychosociaux pour la plupart, c'est-à-dire des événements de stress qui, au fur et à mesure, vont déborder nos capacités d'adaptation, capacités qu'on a tous. On parle de stratégie d'adaptation, le terme un peu scientifique, stratégie de coping, mais en pratique, ce sont des solutions qu'on peut mettre en avant pour résoudre des situations difficiles. Par exemple, quand on apprend une mauvaise nouvelle, on peut en parler à quelqu'un, on peut aller faire un footing, on peut écouter de la musique. Toutes ces techniques-là qui nous sont propres sont finalement des stratégies pour maintenir notre équilibre. Et puis, quand les difficultés s'accumulent, à ce moment-là, ces stratégies ne sont dépassées, c'est-à-dire qu'elles ne servent plus, elles ne nous permettent plus de maintenir notre équilibre. Et petit à petit, on va passer en vulnérabilité, donc en fragilité. Et puis, si les choses pérennisent, on va passer en crise. Et à ce moment-là, la crise est une période effectivement définie dans le temps, avec un début et une fin. Donc ça se résout, une crise, et parfois malheureusement ça se résout par un passage à l'acte, qui n'est pas forcément le suicide, mais en tout cas ça se résout avec une étape qui est l'étape ultime du passage à l'acte. Voilà, donc un petit peu comment présenter de façon rapide la crise, et parfois la crise peut être une crise suicidaire parce que à un moment, quand on est en souffrance intense, on ne voit plus d'autres possibilités, d'autres choix que le passage à l'acte suicidaire pour que la souffrance s'arrête. Donc voilà, résumé de façon un petit peu rapide peut-être, c'est ce processus, ces différentes étapes. Mais vous avez dit que la crise suicidaire se traduit pas forcément par un suicide, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on rentre dans cette crise-là qu'on va que la fin est écrite d'avance.
Exactement. Donc, il y a plusieurs possibilités. Si les facteurs de stress qui sont à l'origine de la crise, ce cumul d'événements s'arrêtent, eh bien, la crise peut se résoudre d'elle-même sans passage à l'acte suicidaire. Parfois, la crise suicidaire peut se manifester par des idées de suicide sans geste suicidaire, sans tentative de suicide. Et parfois, heureusement, le geste suicidaire n'aboutit pas à un décès. Donc, vous voyez, il y a plusieurs issues possibles. Et bien sûr, si la personne en souffrance et en crise est accompagnée avec justement ces interventions, eh bien, heureusement, on peut éviter d'aboutir à ce passage à l'acte suicidaire. Revenons un peu à l'origine, au début de la crise. Quels sont les facteurs de risque? On peut dire que c'était un choix individuel, mais c'est pas si évident. Déjà, c'est pas forcément un choix si conscient que ça. Et puis, il y a des facteurs qui augmentent la probabilité de passer à l'acte. On a parlé du stress, mais je suppose qu'il y a d'autres facteurs sociaux ou d'environnement de la personne. Oui. Tout à fait. Alors effectivement, déjà vous l'avez bien précisé, il ne s'agit pas d'un choix. On a cette idée reçue que quelqu'un choisit de se suicider. C'est absolument faux. Dans le contexte d'une crise suicidaire, donc d'une souffrance intense, d'une douleur psychique intense, la personne dans cet état-là n'a plus d'autre choix que le passage à l'acte. Elle ne voit plus d'autres possibilités. Donc c'est une absence de choix. Il n'y a plus de liberté individuelle. Donc ça, c'est déjà un point important à préciser. Si vous voulez, la personne est aliénée à une perte totale de capacité de décision et de liberté de choix. Alors ensuite, effectivement, les événements stressants qui peuvent se cumuler peuvent survenir sur un terrain, donc des facteurs de risque qui sont très divers. Alors vous avez des facteurs de risque qui sont liés au passé, à notre enfance, à ce qu'on a vécu quand on était jeune, tout ce qui a fait notre construction, notre fondation. Et puis il y a des facteurs de risque qui sont des facteurs de risque proximaux, qui sont en lien avec une crise actuelle, qui peuvent être des conflits, qui peuvent être des difficultés financières, qui peuvent être un problème de santé. On peut avoir aussi tout ce qui est perte d'approche, les décès, les deuils. On peut avoir aussi des pertes d'un environnement, c'est-à-dire certaines personnes qui doivent quitter leur domicile parce que pour diverses raisons elles se retrouvaient dans soit une maison de retraite par exemple pour une personne âgée, soit un appartement plus petit alors qu'il y avait une maison. Tous ces éléments sont des facteurs de risque qui vont fragiliser une personne dans ce contexte-là. Alors pour nous divertir un peu, je vous propose d'écouter quelques secondes de musique. Alors vous allez voir, c'est assez joli et je vous explique après l'histoire. Alors vous l'avez reconnu, c'est un extrait de la Flûte enchantée, l'opéra de Mozart. Et alors ça se passe à la fin de l'acte 2. Alors c'est la scène juste avant ça dont je voulais vous parler, parce que là on voit que Papageno et Papagena, deux personnages de l'histoire, sont heureux de se retrouver, mais c'est la scène juste avant. En fait, Papageno se désole de ne pas retrouver sa Papagena dont il est follement amoureux. Alors, justement, il envisage le suicide, il est en train de se pendre, vraiment. Et à ce moment-là, il y a 3 génies de la forêt qui lui parlent à l'oreille, qui lui parlent un petit peu dans une très belle mélodie. Et il lui suggère d'utiliser son carillon magique pour attirer sa compagne, et ça marche. Les 2 amoureux se retrouvent, et c'est là où ils chantent les 2 en duo, de façon très, très joyeuse. Alors cette histoire nous intéresse parce qu'elle montre que dans une crise suicidaire, il suffit de s'adresser à la personne au bon moment pour casser le processus, pour casser la chute. Alors,
Ça, c'est une histoire, mais est-ce que Pierre Vandel, dans la vraie vie, est-ce que ça veut dire aussi qu'il est possible de désamorcer la crise? Oui, tout à fait. Et heureusement d'ailleurs, puisque c'est un bon exemple d'intervention de crise suicidaire où finalement la posture qu'on peut prendre, qu'on peut avoir quand on est face à une personne en souffrance psychique et en crise suicidaire, peut désamorcer la crise, donc peut aider et accompagner la personne à sortir ou commencer à finalement sortir de la crise suicidaire. Donc c'est vraiment intéressant parce que c'est bien le cœur de la prévention et c'est ce qu'on aborde avec les formations justement. Et il est bien sûr tout à fait possible de désamorcer une crise et c'est bien cet objectif qu'on doit tous avoir. Et je vous propose de passer un coup de fil à un agriculteur qui a été confronté à la question de l'intervention dans des cas similaires. Alors Jean-Philippe Viguier, vous êtes agriculteur et administrateur de la MSA Midi-Pyrénées Nord et vous participez au réseau Agri-Sentinelle qui est chargé de repérer et d'orienter les personnes en situation de fragilité. Alors déjà, vous êtes agriculteur, présentez-nous votre exploitation rapidement. Bonjour, en fait, je suis agriculteur dans le Tarn-et-Garonne, sur une petite commune à la Capelle-Livron. Je suis en race au braque en système transhumant avec à peu près 165 mères en système classique de broutard repoussé. Alors, vous êtes engagé dans le réseau Sentinelle. Comment vous êtes concrètement, ça veut dire quoi? Comment vous êtes engagé dans ce réseau? Pourquoi je me suis engagé? Alors, je vais être un peu franc, je me suis peut-être engagé un peu en reculant au début, mais en fait, j'avais été président GIA de mon département il y a déjà quelques années de cela, et bon, voilà, on se retrouve en tant que président GIA souvent à recueillir un peu le mal-être de collègues avec qui on a l'habitude de rigoler, de boire des bières, d'aller en manif, et on n'est pas préparé à ça, en fait, et j'avais l'impression que j'avais jamais la bonne réponse, un peu basculant entre l'optimisme et la compassion sans être vraiment là où je devais être et pouvoir leur apporter l'aide que j'aurais pu leur apporter. Donc c'est un petit peu ce besoin-là en fait qui m'a poussé vers aller faire la formation pour devenir sentinelle, qui est pas une formation très longue. Hein, pour moi ça a été 2 après-midi, 2 petites journées de formation. En fait, finalement, avec un peu de réflexion, je pense qu'on en apprend autant sur l'autre qu'on peut en apprendre sur soi à travers ces formations-là. Et en pratique, pour se rendre compte un peu, c'est quoi votre méthode pour repérer, vous adresser à une personne qui ne va pas bien? Repérer, déjà, je pense pas qu'il y ait vraiment de méthode. En fait, première chose que j'ai envie de dire, c'est que souvent, on sait ou on connaît dans le métier les gens trouvent qu'ils vont pas bien, mais on n'ose pas y aller. Il y a beaucoup de gens qui disent oulala, lui, ça va pas là, il faudrait faire quelque chose. Oui, mais quoi, tout le monde se regarde un peu en chien de faïence et personne ne va trop le voir. Après, moi, il y a 2 signes qui m'interpellent souvent. Le premier, c'est les gens qui sont un peu installés dans un système de travail un peu frénétique, qui est toujours valorisé dans le monde agricole. Vous savez, ces gens qu'on dit oh là là, lui, il bosse. Mais en fait, on s'aperçoit pas que c'est des gens parfois qui peuvent être en mal-être et qui se réfugient un peu dans le travail et qui deviennent accros au travail pour peut-être pallier autre chose. Hein. Je crois que parfois dans le monde agricole, le travail devient une drogue et il peut devenir peut-être pas pathologique, mais en tout cas, je pense problématique par rapport au regard, à la réflexion qu'on a par rapport à sa propre situation. Et je sais que, on est entre nous, hein, mais moi, ça a pu m'arriver d'être comme ça et de travailler, me trouver très bien et très heureux à bosser jusqu'à minuit, 1h du matin. Et puis, sauf qu'un jour, il y a un moment donné, t'en fais trop, et le corps a des limites, et là, tout s'effondre un peu, quoi. Donc ça, c'est le premier signe pour moi. Et puis un autre signe, c'est les gens qui sont un peu toujours dans le projet permanent. Ils sont toujours en train d'enchaîner les projets les uns après les autres. Et en fait, de l'extérieur, on voit bien que leur situation n'est pas satisfaisante. Et quand on essaye de leur envoyer une petite bribe, un petit élément de réflexivité, ils disent oui, non, mais là, je sais, c'est pas génial, mais là, tu vois, je vais faire ça, là, je vais changer le tracteur, je vais agrandir, je vais faire quelques hectares de plus, je vais changer de production. Et ces gens-là, un peu, c'est un peu une fuite en avant, en fait, pour pas voir la réalité. Voilà, il y a ces 2 petits signes-là, moi, qui me mettent la puce à l'oreille.
Après, il y a toujours, vous savez, les gens dans le monde agricole qui ont un peu le moral calqué sur la trésorerie, hein. Mais ça, c'est un peu normal. Sauf qu'il y a des gens où on voit des fois que le moral fait un descendant. Et là aussi, c'est pour un petit signe d'alerte. Ouais, soit c'est le repli sur soi, soit c'est l'excès Oui. d'externe, quoi. Ouais, c'est L'excès de travail, l'excès, voilà, la fuite en avant, Et après, pour aller vers les autres, vous me demandiez, mais je crois qu'il y a pas de méthode. Le plus simple et le plus naturel, c'est toujours le mieux, en fait. C'est juste d'aller vers quelqu'un et lui dire, écoute, je me fais du souci pour toi. Il n'y a pas besoin de prendre un ton empoulé ou être plein de compassion. En fait, faut juste être simple. Alors, c'est pas facile, hein, forcément, c'est pas si facile que ça, mais en fait, quand on a fait le premier pas, quand on a décroché le téléphone ou quand on est allé vers quelqu'un en lui disant, écoute, je m'inquiète pour toi. Moi, je me suis jamais fait envoyer sur les roses, finalement, hein. Si on est calme, si on est assez serein, les gens vous répondent sur le même ton et souvent vous disent, oui, t'as raison, c'est vrai que ça va pas trop, et puis la discussion s'amorce, hein. On est là ni pour juger les autres, ni pour apporter vraiment une solution. On est juste là, en fait, pour dire à quelqu'un, je m'inquiète pour toi. Je pense que il y a des solutions. Peut-être tu les connais pas. Peut-être tu vas pas les chercher. Peut-être mais voilà. À ce moment donné de ta vie, tu as peut-être besoin d'aide. Et je pense que c'est ça le message qu'il faut passer aux gens. C'est que c'est vraiment très simple une fois qu'on a fait ce premier pas un peu difficile d'aller vers l'autre. Et c'est ça, ce à quoi vous avez été formé durant la formation Sentinelle ? Oui, on a été formé à ça. On a été formé un petit peu à aller vers l'autre. Puis on a été formé aussi, je pense, à comprendre un peu comment chacun fonctionne quelque part et à s'apercevoir que il y a une phrase de Romain Gary que j'aime bien, c'est l'homme éternel tricheur de lui-même. Et en fait, souvent, soit on se ment à soi-même, soit on a du mal à voir la réalité en face. Et il y a plein de gens dont on se dit, mais c'est pas possible qu'il aille mal, il a tout pour lui. La ferme, ça roule, il a une super famille, etc. Et puis on comprend pas parce que des gens comme ça, des fois, un jour, font le geste de trop. C'est ça, en fait. Les gens sont parfois dans une autre réalité. Et quand on va vers quelqu'un en lui apportant ce que nous on voit simplement de notre place, c'est pas grand-chose, mais je pense que c'est déjà beaucoup. Je pense à quelqu'un qui à l'âge de la retraite se lance encore dans des projets, à vouloir refaire des bâtiments photovoltaïques, etc., repartir encore plus, alors que clairement, vu de l'extérieur, on se dit non, mais il faudrait qu'il se pose. Mais juste lui apporter ça, c'est lui apporter une autre vue sur son propre projet. Et lui qui a un peu le nez dans le guidon, mais ça peut lui faire du bien. Donc voilà, on a été formé un petit peu à ça, là, aller vers l'autre et à apporter simplement son point de vue à l'autre sans jugement. Il y a quelque chose qui relève pas forcément de la formation, mais plus de votre sentiment. On peut imaginer quand même une crainte de faire le faux pas, que on va voir les gens, puis en fait, ils vont bien, ou peut-être, enfin voilà. Comment vous faites pour surmonter cette crainte du faux pas, de l'erreur comment vous faites avec ça ? Alors là, c'est simple, il y a un seul faux pas, c'est celui de ne rien faire. Quand les choses sont claires, c'est qu'en fait, on est responsable comme me disait la responsable des AS, elle me dit on est responsable de ce qu'on fait pas. On n'est pas responsable de ce qu'on fait. Nous, on est juste là pour aller vers les autres. Le travail derrière, c'est pas le travail de psychologue, de suivi, d'assistante sociale. Il y a des gens formés, spécialisés pour ce travail-là. Donc, on va pas aller donner des solutions aux autres. On est juste là pour leur dire, écoute, je suis là s'il y a besoin, il y a des gens qui sont spécialisés, etc. Donc non, il faut vraiment pas avoir peur de faire un faux pas, hein. Encore une fois, le travail est simple, le travail se limite juste à aller vers les autres. Donc là, on peut pas se tromper, on peut pas faire d'erreur. Ça fait à peu près un peu plus d'1 an que vous êtes dans le réseau Agri-Sentinelle. Est-ce que vous encouragez vos collègues dans l'agriculture ou en para-agricole à s'investir dans ce réseau ? Oui, moi je pense qu'en fait, je pense qu'on ne devrait même pas parler de réseau en fait. On devrait être capable, tous tels qu'on est, tous les paysans tels qu'on est, d'être capable de cette démarche-là. En fait. Parce qu'on est de moins en moins nombreux dans le monde agricole, on est de plus en plus attaqués, oui, on a des situations, enfin je pense que bien souvent on se retrouve beaucoup à avoir l'impression de marcher un peu sur une lignée de crête, hein, entre
la famille, la pression extérieure, la pression administrative, la rentabilité de l'exploitation, le travail, etc. Donc pour moi, ça devrait être vraiment une consommation de l'enjeu de tous, quoi. Que tout le monde soit capable de faire ça, que tout le monde soit capable d'être un peu plus bienveillant, un peu plus solidaire avec son voisin, quoi, et pas simplement un petit peu se regarder en chien de faïence comme on avait trop l'habitude de faire, parce qu'on a un métier de gens fiers et un métier de taiseux, quoi. Donc c'est pas quelque chose de facile. Mais je pense qu'il y a vraiment, c'est important qu'il y ait ce changement de mentalité dans le monde agricole et qu'on aille collectivement vers le mieux-être. Plus parler de mal-être, mais aller vers le mieux-être. Jean-Philippe Viguier, merci beaucoup. Merci à vous. Alors Pierre Vandel, pourquoi intervenir ? Eh bien finalement, intervenir, comme je l'ai dit tout à l'heure, va aider à désamorcer la crise, donc à montrer à une personne que la solution du suicide envisagée, parce que il ne semble plus avoir d'autres solutions, n'est pas la seule, et que la préoccupation qu'on peut montrer à quelqu'un va le protéger et va l'aider à se sentir finalement intégré dans un groupe et va permettre à la personne en souffrance psychique de retrouver un petit peu d'estime personnelle, de se sentir moins isolé. Et donc tout ça sert à désamorcer, mais surtout à diminuer le décès, le passage à l'âge, le nombre de décès, les taux de décès par suicide. Donc c'est vraiment important de bien avoir conscience qu'on peut faire quelque chose et que parfois des mots simples peuvent aider une personne qui est en souffrance psychique. Alors d'un autre côté, quand on veut intervenir, on peut avoir des réticences à le faire, soit parce que c'est pas facile à faire, et puis que on peut s'imaginer qu'on est Batman et qu'on va sauver le monde entier. Alors comment surmonter ses propres réticences à en parler ? Alors peut-être effectivement le sujet du suicide est difficile, tabou, et on a tous des idées reçues et des réticences. Alors peut-être pour essayer de faire face à ces réticences, déjà un des messages est de ne pas rester seul face à une situation de ce type-là. C'est-à-dire qu'une fois que on a repéré, et je pense que Jean-Philippe Viguier l'a bien montré, à ce moment-là, il faut partager la situation, l'information, ne pas porter seul cette situation parce que c'est infaisable de gérer une situation de crise suicidaire seule. Donc c'est la première étape. Ensuite, il ne faut pas hésiter à se former parce que la posture qu'on peut avoir face à une personne n'est pas simple. Donc ça nécessite de pouvoir comprendre ce qu'est une crise suicidaire pour ensuite pouvoir reconnaître, se rendre disponible et trouver les bons mots, si je puis dire, pour aider la personne à se faire accompagner. Alors malgré tout, d'un autre côté, les gens qui nous écoutent ne sont pas médecins. Alors comment ils peuvent après passer le relais à des professionnels ? Oui, alors effectivement, on a bien l'idée que quand on est sentinelle, il n'est pas question de prendre la place ou de prendre une posture de psychologue ou de psychiatre. C'est pas du tout ce qui est demandé ou attendu, mais déjà de pouvoir se préoccuper de l'autre, c'est la première étape. Donc après le repérage, bien sûr, de pouvoir donc reconnaître la souffrance de l'autre, se rendre disponible est vraiment la base. Donc cette préoccupation de l'autre, on voit le souci de l'autre, et la première accroche finalement pour pouvoir relier une personne en souffrance psychique à soi, c'est-à-dire à un aidant potentiel par cette technique. Alors ça paraît comme ça peut-être un peu compliqué, mais c'est assez simple. Des phrases telles que je m'inquiète pour toi, je te sens en souffrance, je me fais du souci pour toi, suffisent pour montrer notre propre préoccupation à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est la première étape de préoccupation. Et puis ensuite, effectivement, il faut arriver à passer la main, donc à orienter une personne vers des aides plus professionnelles.
Et dans ce cas, on doit convaincre, persuader et mobiliser. Donc là encore, ce sont des étapes qu'on aborde lors de la formation sentinelle et qui permettent aux sentinelles de se sentir finalement suffisamment armés avec ces outils pour rationaliser le recours aux soins, pour informer sur la réalité des soins, pour valider les émotions et pour mobiliser les ressources chez une personne en difficulté. Alors en conclusion, nous avons parlé de Papageno tout à l'heure, mais on peut s'en servir aussi pour de méta-réflexion sur ce propre podcast. Est-ce que parler du suicide, c'est bien, même si c'est délicat, parce qu'au moins ça brise un peu le tabou? Oui, alors c'est effectivement extrêmement important et c'est partie de la prévention de pouvoir parler et informer sur le suicide. Alors le fait d'en parler ne donne pas d'idée, donc ne va pas induire des idées suicidaires chez des personnes, même des personnes en souffrance, mais au contraire pouvoir montrer à des personnes en souffrance qu'il y a des possibilités, qu'il y a des recours, qu'il y a de l'aide possible. Et donc ça, c'est extrêmement important et c'est protecteur, ça fait partie de la prévention. Donc c'est au contraire tout à fait indispensable pour moi de pouvoir briser ces tabous et aborder de façon le plus simple possible, si c'est possible, mais en tout cas de façon pragmatique, ce qu'est une crise suicidaire, ce qu'on peut faire avec à chacun à son niveau finalement. Mais en tout cas, tout le monde peut à son niveau être acteur de prévention et en parler est déjà un axe fort de prévention du suicide. Pierre Vandel, merci de nous avoir éclairés. Avant de terminer, je vous signale un numéro de téléphone spécial pour la prévention du mal-être en agriculture, le 09 69 39 29 19. C'est le numéro d'Agri-Écoute. Il est destiné à celles et ceux qui souffrent, mais aussi aux personnes qui ne savent pas quoi faire devant quelqu'un qui souffre. Et si vous craignez d'appeler ou si vous n'avez pas la possibilité de le faire, il existe une version en ligne, un chat par écrit, à l'adresse agriécoute.fr, écoute sans S. Ne soyez pas impressionnés par la première page qui vous demande un identifiant et un mot de passe. Ils sont indiqués juste à côté et c'est anonyme. Et voilà, vous écoutiez Les Experts Agricoles, un podcast de la France Agricole. Vous pouvez retrouver régulièrement dans nos colonnes des articles sur la question du mal-être en agriculture. Ce podcast était présenté par Eric Young. La technique était assurée par Quentin Donval. N'hésitez pas à écouter les autres numéros de cette chaîne. Et si ça vous a plu, vous pouvez partager ce numéro, ça nous fait connaître.